Bonsoir à tous. Merci beaucoup d'assister ce soir à ce webinaire sur l'accompagnement de nos patientes atteintes de diabète gestationnel. Donc un webinaire destiné à tout le monde pluriprofessionnel, bien sûr les endocrinologues, mais les gynécologues, les médecins généralistes, les cardiologues, les sages-femmes, les infirmiers, les éducateurs sportifs, les diététiciens. On est tous ici ce soir pour parler autour des femmes qui ont eu un diabète gestationnel. Nous vous invitons bien sûr à poser toutes les questions que vous voulez tout au long de la présentation. Et à la fin, comme ça, nous pourrons avoir une discussion avec vos questions. Donc n'hésitez pas, on les attend très nombreuses. Donc tout de suite pour commencer, je vous présente les différents intervenants de ce soir. Donc le docteur Gilles Petit, qui est médecin généraliste à la Souterraine dans la Creuse. Le docteur Marine Driessen, qui est gynécologue obstétricienne à la maternité de Necker à Paris. Le docteur Gwenaël Abiven, qui est médecin endocrinologue libéral à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines. Et le professeur Anne Vanberg, qui est endocrinologue au CHU de Lille. Donc merci beaucoup au laboratoire Lilly pour leur soutien. Et donc ce programme est porté par l'association de la FENAREDIAM, la Fédération nationale des endocrinologues libéraux. Donc je me présente, je suis Emmanuelle Lecornet-Socol, endocrinologue à Paris. Tout d'abord, nous allons évoquer le contexte du diabète gestationnel actuellement en France et ses enjeux. Ensuite, nous verrons des modèles de prise en charge, puis le recours à la télésurveillance. Et au-delà de la grossesse, quels risques et quel dépistage en postpartum. Et enfin, quel suivi avec le médecin généraliste avant de discuter grâce à vos questions. Donc tout de suite, je passe la parole au docteur Marine Driessen. Bonjour à tous, donc je suis Marine Driessen, obstétricienne à l'hôpital, à la maternité de Necker à Paris. Et donc je vais vous parler du diabète gestationnel, de sa définition et des enjeux en France. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est que le diabète gestationnel? Qu'est-ce qu'on appelle le diabète gestationnel? C'est un trouble de la tolérance glucidique qui est diagnostiqué pour la première fois pendant la grossesse et qui provoque une hyperglycémie. Donc ça comprend le diabète gestationnel, ce dont on va parler aujourd'hui, qui est un diabète uniquement de la grossesse, lié à la grossesse, et un diabète qui serait avéré, c'est-à-dire antérieur à la grossesse. Les facteurs de risque du diabète gestationnel, ils sont plutôt bien connus. Les principaux sont l'âge de plus de 35 ans, le poids, notamment le surpoids et l'obésité, c'est-à-dire un IMC prégestationnel qui est supérieur à 25. L'antécédent de diabète familial au premier degré, c'est-à-dire les frères, les sœurs, la mère, le père. L'antécédent du diabète gestationnel pendant une précédente grossesse ou une macrosomie, c'est-à-dire un poids de naissance supérieur à 4 kg. Ces facteurs de risque-là donnent une indication de faire le test dont je vais vous parler après, pendant la grossesse, pour dépister ce diabète gestationnel. Il y a aussi d'autres facteurs de risque qui sont connus, notamment le syndrome des ovaires polykystiques, une origine ethnique, notamment Afrique du Nord, éventuellement Afrique noire, Asie également. La chirurgie bariatrique est un gros facteur de risque de diabète gestationnel et des antécédents graves pendant des précédentes grossesses, notamment des morts fétales in utero, une prééclampsie ou une prématurité. Alors, le diabète gestationnel en France, de quoi on parle exactement? Il y a environ, en 2021, sur les chiffres de l'enquête périnatale française qui portait sur un certain nombre de naissances en France, parmi toutes les maternités en France, il y a environ 16% de femmes qui ont un diabète gestationnel, dont 30% qui ont eu un traitement sous insuline. Je vous ai mis un peu les chiffres de la répartition du diabète. Donc, il y a 11% des patientes qui ont un diabète sous régime et 5% un diabète sous insuline. Voilà. Alors, cette prévalence, elle a énormément augmenté en 10 ans, puisque vous voyez qu'en 2010, elle n'était que de 6%. Cette augmentation, elle est certes liée à une augmentation du dépistage qui a été notée qui a monté de 73 à 76% en 10 ans, mais c'est surtout une augmentation des facteurs de risque maternels que je vous montre ici sur cette slide rapidement, notamment l'âge et l'indice de masse corporelle. On voit que les patientes de plus de 35 ans, on est passé de 17 à 19% en 10 ans. De la même façon, les patientes sont de plus en plus âgées et l'indice de masse corporelle augmente également sur 10 ans, entre 2016 et 2021. Donc c'est surtout ces facteurs de risque qui ont augmenté et qui font qu'il y a de plus en plus de diabète gestationnel en France. Les enjeux, chez cette population de femmes enceintes qui vieillit avec une augmentation de l'indice de masse corporelle principalement, c'est des risques. Moi, je vais vous parler des risques pendant la grossesse principalement et à l'accouchement, et on parlera plus tard avec le docteur Vanberg des risques à long terme. Les risques maternels, ils sont surtout d'avoir une hypertension, une prééclampsie, c'est-à-dire une protéinurie
associée à une hypertension pendant la grossesse, qui est une maladie uniquement liée à la grossesse. L'accouchement prématuré, il y a une augmentation de la césarienne, une augmentation des déclenchements. C'est effectivement responsable de quasiment plus de 10% des déclenchements chez la population des femmes enceintes. Ça augmente également l'anxiété, la dépression, puisque c'est plutôt anxiogène de dire à une femme qu'elle a un diabète et qu'il va falloir se surveiller. Ces risques-là, ils sont surajoutés et ils augmentent énormément quand il y a un surpoids ou une obésité chez la maman. Donc il faut être très vigilant vis-à-vis de ces patientes qui ont un surpoids et une obésité. Du côté fœtal et néonatal, le risque principal du diabète gestationnel, c'est la macrosomie fœtale. Elle a en effet doublé sur les chiffres de l'enquête nationale périnatale. Elle est quasiment de 10% maintenant chez ces patientes. La dystocie des épaules, c'est un problème à la naissance où les épaules vont avoir du mal à passer, pour lesquelles il faut faire des manœuvres qui peuvent avoir des conséquences mécaniques et neurologiques chez l'enfant. Le diabète gestationnel est aussi responsable de quasiment 17% de détresse respiratoire néonatale et d'hypoglycémie également. J'ai mis entre parenthèses les malformations et les morts in utero qui concernent surtout les diabètes qui sont préexistants à la grossesse. Donc on n'en parle pas beaucoup aujourd'hui puisqu'on parle surtout du diabète uniquement de la grossesse. Alors, quand est-ce qu'on dépiste et comment on dépiste? Les recommandations du Collège national des gynéco-obstétriciens de 2010 donc ont émis des recommandations qui sont un dépistage sur facteur de risque. Il se fait en 2 temps. Au premier trimestre, à partir du moment où la femme a un facteur de risque, à partir de 10 semaines d'aménorrhée, on va faire une glycémie à jeun. Et si cette glycémie à jeun est supérieure à 0,92, on va diagnostiquer un diabète gestationnel précoce. Si cette glycémie à jeun est supérieure à 1,26, on va diagnostiquer un diabète de type 2 et un diabète avéré. Il faudra dans ce cas adresser immédiatement la patiente à un diabétologue. Si ce dépistage au premier trimestre est négatif, on va passer au deuxième temps, au deuxième trimestre, entre 24 semaines d'aménorrhée et 28 semaines d'aménorrhée, par un test d'hyperglycémie provoquée orale à 75 grammes. La patiente vient à jeun, on lui fait une première prise de sang, elle boit 75 grammes de glucose et à 1 heure et à 2 heures, elle a 2 autres prises de sang. Vous avez ici les chiffres de diagnostic. J'insiste beaucoup sur le fait que le diabète gestationnel préexistant et le diabète le diabète préexistant et le diabète gestationnel sont complètement différents et peuvent se dépister au premier trimestre. Mais les conséquences sont complètement différentes. Donc c'est très important de faire ce dépistage au premier trimestre. Quand on n'a pas pu réaliser un dépistage au premier trimestre, on peut se rattraper en faisant une glycémie à jeun ou une hémoglobine glyquée qui, si elles sont supérieures à 0,92 d'une part et 5,7% d'autre part, signeront un diabète gestationnel. Alors, il y a des situations où il n'y a pas de facteur de risque, mais il y a quand même des signes qui nous font dire qu'il y a peut-être un diabète gestationnel, notamment s'il y a une macrosomie fœtale supérieure au 97e percentile au deuxième trimestre, ou qu'il y a un hydramnios, c'est-à-dire un excès de liquide amniotique à l'échographie. Dans ce cas, on va faire une hyperglycémie provoquée orale. Il y a une petite particularité pour les patientes qui ont un antécédent de chirurgie bariatrique. C'est un suivi un peu plus précis, un peu plus particulier qui nécessite une consultation chez un endocrinologue ou en tout cas un médecin nutritionniste, même quand il n'y a pas de diabète gestationnel. Et en cas d'antécédent de bypass, la GPO n'est pas réalisable. Donc on recommande une autosurveillance glycémique pendant 1 semaine, 6 fois par jour. Les enjeux du diabète gestationnel précoce versus du tardif, il faut pas confondre entre le diabète gestationnel préexistant à la grossesse et diabète gestationnel précoce. Le diabète gestationnel précoce, c'est juste un diabète qui va être diagnostiqué tôt, mais qui n'est pas forcément un diabète préexistant. Néanmoins, il y a des conséquences quand même qui sont importantes, notamment une paralysie du plexus brachial, c'est-à-dire une conséquence de la dystocie des épaules à la naissance, qui est souvent en lien avec une macrosomie fœtale. Le risque relatif, il est de au moins 50%. Le diabète gestationnel tardif, c'est-à-dire qu'on va diagnostiquer tardivement, souvent sur du coup des images échographiques, un bébé qui est suspect d'être macrosome ou un hydramnios. Eh bien, c'est des bébés qui sont effectivement beaucoup plus gros à la naissance. Le risque relatif est de 1,43. Voilà, je passe la parole à mes collègues.
Donc le suivi au moment du dépistage et de l'adressage des patientes, c'est à peu près la même que ce soit à l'hôpital ou en ville. C'est-à-dire que le diagnostic enfin l'ordonnance de dépistage est faite par la personne qui a consulté en premier la patiente au moment du diagnostic de la grossesse. Donc ça peut être une sage-femme, le médecin traitant, le gynécologue. Et la patiente revient avec son résultat. Donc c'est en général ce professionnel de santé qui va annoncer le diagnostic et adresser. Et c'est à ce moment-là que commencent un petit peu les différences. Donc à l'hôpital, en général, le patient est reçu d'abord par le diabétologue, mais ça peut être directement en hôpital de jour avec une équipe multidisciplinaire. Et il y aura une éducation thérapeutique, soit individuelle, soit en groupe, qui sera faite soit par le diabétologue, la sage-femme, ça peut être une infirmière d'éducation, une IPA, les diététiciennes, mais il peut y avoir aussi dans certains services des APA pour l'activité physique ou des psychologues qui permettront d'avoir une prise en charge vraiment globale. Alors moi je travaille dans donc comme je disais, dans deux systèmes, un centre municipal de santé où là je reçois les patients avec l'infirmière, qui est une infirmière qui est formée à l'éducation thérapeutique. On a une partie de la consultation qui est commune toutes les deux, et puis après l'infirmière continue à avoir la patiente pour la partie plus technique, glycémie capillaire, etc. Moi je fais toute la présentation du diabète gestationnel et la diététique. Je travaille donc en libéral sur une autre commune, dans un autre secteur. Et là, on a essayé de mettre en place, dans le cadre de la CPTS, un parcours de soins pour les patientes. Et dans ce cas, les patientes voient en premier lieu la diététicienne. Alors sur notre secteur, on a 2 diététiciennes libérales, une diététicienne qui est en centre municipal de santé, qui n'est pas le même que celui où je travaille comme salarié. En tout cas, au départ, quand on a mis en place le parcours, elles se sont rencontrées, ont contacté les hôpitaux avec qui on travaille pour voir aussi quel était le discours qui était donné, pour qu'il y ait une homogénéité dans les propositions faites aux patientes. Elles se sont réunies et nous ont présenté pour former également les sages-femmes et que tout le monde ait un discours commun sur la diététique. Donc il y a une homogénéité, même si on vient d'horizons différents. Alors il y a plein d'autres systèmes pour l'éducation thérapeutique. Il y a des infirmières azalées, il y a des réseaux de TP plus ou moins régionaux en général. Voilà, moi j'ai moins d'expérience, mais tout est possible. Pour ce qui est du suivi, quelque part des deux côtés, que ce soit à l'hôpital ou en ville, quand les patients sont à l'objectif et qu'il n'y a pas de problème, le suivi est en général paramédical. Donc à l'hôpital, il y a, donc, comme je disais, toute une équipe qui permet de suivre la patiente. Et si la patiente échappe et n'est plus à l'objectif, il peut y avoir soit un hôpital de jour, un renforcement avec une consultation avec un diabétologue ou la mise à l'insuline, soit en hôpital de jour, soit en hospitalisation si vraiment il y a besoin. Sur mes 2 systèmes autres, donc au centre municipal de santé, là, les patients sont suivis par l'infirmière quand tout va bien. En général, l'infirmière reçoit les patientes le jour où je consulte sur le centre municipal si jamais il y a besoin. Et puis je revois les patients uniquement si les patientes uniquement si elles ne sont pas à l'objectif, soit pour remettre un petit peu d'explication diététique ou autre, ou pour le passage à l'insuline que je fais totalement en ambulatoire. Pour ce qui est du centre municipal de santé, elles sont en général suivies soit par la sage-femme, soit par la diététicienne s'il y a besoin d'un accompagnement plus alimentaire chez certaines patientes. Et de la même manière, si elles ne sont pas à l'objectif, elles me sont réadressées. Alors l'utilisation des plateformes est quand même un outil qui est très utilisé, que ce soit en ville ou à l'hôpital, mais avec des objectifs parfois un petit peu différents et intéressants. Elles peuvent utiliser comme de simples carnets qui permet aussi de faire de la téléconsultation plus facilement parce qu'il peut être vu à distance. Et puis ça peut avoir un côté plus pratique pour les patientes. Ça peut être utilisé pour la télésurveillance. Donc moi je n'ai pas d'expérience en ville mais qui est souvent utilisée à l'hôpital. Moi je l'utilise beaucoup dans le cadre de la CPTS comme outil de coordination. C'est-à-dire que il y a un onglet équipe soignante où là toutes les personnes de la CPTS sont systématiquement
à décocher, c'est-à-dire qu'on voit uniquement les personnes qui s'occupent de la patiente, ce qui permet, quand on voit sur le dossier d'un patient, de voir juste qui s'occupe de la patiente, quelle est la diététicienne, la sage-femme ou le gynéco, qui est le généraliste. Et puis, ça permet de communiquer, parce qu'il y a une messagerie. Et ça permet également, je sais que les sages-femmes ou les gynécos l'utilisent beaucoup aussi, pour entrer le code de l'hôpital, ce qui permet d'avoir un accès direct au suivi d'exploration fonctionnelle, parce que les patientes en ont besoin, ce qui est plus facile pour adresser et plus rapide en temps. Alors pour la suite, ce qui est quand même important, c'est la prescription du suivi. En ville, en général, les consignes, à l'hôpital, les consignes sont données pour le généraliste pour faire le suivi, le dépistage, ou les gynécologues ou sages-femmes du dépistage qu'il y a à faire dans les quelques mois qui suivent la grossesse, la glycémie et la GPO, de façon à dépister d'un éventuel diabète persistant ou la normalisation de la glycémie. Les patientes sont revues par le diabétologue en général s'il y a un diabète préexistant ou s'il y a des facteurs de risque importants. En ville, moi je donne l'ordonnance, je prescris le dépistage lors de la dernière consultation ou l'avant-dernière si on n'est pas sûr d'avoir une dernière consultation. Et je demande aussi aux patientes de revoir avec leur médecin traitant ou leur gynécologue. On va essayer de mettre en place, on a un projet d'un atelier d'ETP dans le cadre du centre municipal de santé pour revoir les patientes dans quelque chose qui est plus familial, éducation, activité physique, alimentation, mais avec les enfants, etc., pour la prévention au long cours dans ces familles. Et j'ai pas non plus prévu de consultation systématique. Alors, il y a quelques écueils dans ce système, en particulier sur la CPTS, et toutes les patientes voient-elles une diététicienne ou y a-t-il des perdus de vue? Et la difficulté est la prise en charge aussi des consultations avec les diététiciennes. Donc, comme je disais, il y en a 2 qui sont en libéral, une qui est en centre municipal de santé, donc une prise en charge pour centre municipal de santé. Après, il faut quand même que les patientes puissent, ce qui fait que parfois, c'est quand même moi qui les vois pour qu'il y ait une prise en charge. Et puis, on a essayé de mettre en place un financement. Donc, je sais que dans les maisons de santé, c'est possible. Nous, on voulait le faire dans le cadre de la CPTS, et là, c'est pas possible. Donc, on peut y avoir de l'éducation thérapeutique de financer, mais il y a quand même des choses à réfléchir et à mettre en place, ou peut-être déjà des bonnes idées qu'on verra dans les questions plus tard. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'il y aura beaucoup de questions. Donc, n'hésitez pas surtout à envoyer vos questions dès maintenant pour qu'à la fin, une fois qu'on a fini l'ensemble des présentations, on puisse essayer d'y répondre et de mieux pouvoir partager les expériences de chacun. Donc, moi, je vais vous parler du recours à la télésurveillance, de son utilisation et de la rémunération, puisque depuis tout récemment, la télésurveillance est prise en charge par l'assurance maladie. Et donc, ça va nous amener à faire ce qu'on fait depuis des années de manière peu formalisée pour la plupart d'entre nous, à rentrer dans un cadre précis, légal, et en plus pouvoir avoir de la rémunération pour ce qui est un véritable acte médical et qui permet de mieux prendre en charge nos patients de manière générale et en particulier dans le diabète gestationnel. Donc la télésurveillance, c'est quoi? C'est permettre à un professionnel médical d'interpréter à distance les données nécessaires au suivi médical d'un patient et de prendre des décisions relatives à la prise en charge de ce patient. Et donc on a 3 éléments, on a le médecin, le patient et le dispositif médical numérique. Alors c'est ce qu'on appelle aussi la plateforme. Et donc entre chacun, il faut que tout le monde soit d'accord. Donc le médecin et le dispositif médical numérique, donc je dirais DMN tout le long de cette présentation, signent une convention ensemble. Le médecin fait une ordonnance au patient et le patient, lorsqu'il s'inscrit sur la plateforme, sur le DMN, donne son accord pour pouvoir faire de la télésurveillance. Alors, qui inclure et ne pas inclure? Donc, à l'heure actuelle, la télésurveillance, tout le monde peut la faire avec toutes les femmes ayant un diabète gestationnel, mais la rémunération, aujourd'hui, ne peut se faire que chez les patientes ayant un diabète gestationnel traité par insuline. On en reparlera probablement à la fin de cette discussion, mais ça constitue effectivement une petite difficulté et on espère que nos autorités de santé vont pouvoir élargir ce problème. J'y reviendrai, ne vous inquiétez pas.
Alors, qui ne peut pas tout inclure? Des patientes qui éventuellement refusent de faire de la télésurveillance ou quand elles sont l'impossibilité psychique ou physique de réaliser la télésurveillance. C'est sûr que en général, il faut avoir un smartphone. Donc, c'est là que les problèmes de précarité numérique peuvent rentrer en compte. Alors, pour réaliser cette télésurveillance, c'est très simple et c'est facile. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Au contraire, ça va en faire gagner et c'est ça le leitmotiv de la télésurveillance. Il y a 3 étapes. Je prescris, je télésuis et je facture. Donc, comment on prescrit? Tout médecin peut prescrire, notamment dans le diabète gestationnel, l'endocrino, le gynécologue ou le médecin généraliste. L'ordonnance, elle est très simple, hein, c'est une ordonnance tout à fait classique. Et le type de télésurveillance, c'est ce qu'on appelle le niveau 1, je vais vous expliquer juste après. Et donc, ça peut durer de 1 à 3 mois et c'est renouvelable. Alors en fait, dans la télésurveillance, il y a différents niveaux de rémunération. Il y a ce qu'on appelle le socle, le niveau 1, le niveau 2. Et donc, c'est un niveau de rémunération, en fait, qui est croissant. Et donc, chez les patientes avec un diabète gestationnel sous insuline, c'est le niveau 1. Donc, c'est un financement, une facturation de 56 € par mois. Comment on télésurveille? Eh bien, en fait, que ce soit tout le monde peut télésurveiller un médecin ou un autre professionnel de santé avec qui le médecin aura décidé de faire équipe. Il faut que cette personne ait été formée à l'éducation thérapeutique du patient, donc c'est des formations souvent en 40 heures, ou alors un DU d'éducation thérapeutique. Et donc ça peut être non seulement le médecin, mais aussi une sage-femme, un infirmier, un diététicien, et éventuellement par le biais de protocoles de coopération, un IPA bien sûr aussi. Alors, comment est-ce qu'on télésuit? Parce que pour beaucoup de médecins, on se dit « Ah là, ça va me prendre toutes les semaines énormément de temps ». Donc, normalement, on doit se connecter à la plateforme une fois par semaine. C'est-à-dire que l'utilisation d'une plateforme d'un DMN, ce n'est pas un dispositif d'urgence, c'est un dispositif de suivi. Et on regarde les patientes pour lesquelles il y a des alertes. Alors, ça veut dire quoi une alerte? Ça veut dire qu'on aura paramétré de manière très fine avant de commencer la télésurveillance, quels critères vont faire qu'on va déclencher une alerte. Par exemple, je dis n'importe quoi, si la patiente a au moins 3 glycémies à jeun supérieures ou égales à 0,95 g par litre, ça va déclencher une alerte. Comme ça, on peut tout à fait faire des critères assez précis qui permettent d'éviter de passer trop de temps à regarder des carnets normaux et de se concentrer sur les patientes qui en ont vraiment besoin. Alors, il faut faire ce qu'on appelle aussi l'accompagnement thérapeutique au premier mois. Alors ça peut se faire en présentiel ou à distance. Ça peut être le médecin ou le paramédical. Et en fait, il faut vérifier que la patiente n'a pas de difficulté à collecter ces données, éventuellement lui donner des conseils, et puis vérifier qu'il n'y a pas de problème d'alerte, de problème de diététique, surveiller et ajuster le traitement. Donc ça doit se faire dans le premier mois. Donc une fois qu'on a fait ça, que c'est terminé, comment être rémunéré? Eh ben, c'est une facturation très simple quand on est en milieu libéral. Alors quand on est hospitalier, là c'est par le biais de l'administration. Mais en libéral, en fait, on va facturer avec un code qui s'appelle TVB. On va faire 2 TVB et donc c'est 56 €. On peut le faire jusqu'à 6 mois consécutifs. Et pour les médecins libéraux, vous savez que normalement, on ne doit pas faire plus de 20% d'actes de télémédecine dans la totalité, mais en fait, la télésurveillance est exclue de ces actes de télémédecine. Alors, les plateformes que l'on peut utiliser, actuellement, il y en a 3 qui ont été agréées par les autorités de santé, MyDiaby Healthcare, GlucoXT et Steto. Alors, je vais vous présenter MyDiaby Healthcare parce que c'est celle qui est historique. Il y a 70 000 patientes avec un diabète gestationnel suivi tous les ans. Donc, une très grande majorité. Ça se présente de manière très simple, c'est très ergonomique. Vous avez votre listing de patientes. Si vous regardez bien, vous voyez, j'ai des petites alertes là qui s'affichent. Donc, ces 3 dossiers-là, par exemple, je vais pouvoir aller les regarder. Et puis, si je décide de faire la télésurveillance, il suffit que je coche un bouton. Donc, je vais pouvoir activer la télésurveillance et il y a même un système pour faire une ordonnance semi-automatique. Donc, c'est très simple et rapide. Voilà un autre exemple quand je suis sur le dossier d'une patiente où je vois donc effectivement les glycémies, les doses d'insuline et donc il y a une messagerie où on peut échanger directement avec la patiente, bien sûr, mais pas seulement.
C'est-à-dire que je vais pouvoir aussi échanger avec les autres professionnels de santé. Et là, on revient au grand intérêt dont nous parlait le docteur Abivin, c'est-à-dire la possibilité de communiquer entre professionnels de santé. Que ce soit à l'hôpital ou en ville, on a parfois des difficultés à avoir les informations, on doit passer par la patiente systématiquement, mais là, ça nous permet parfois de pouvoir aussi être d'accord. Par exemple, si moi, je veux rapidement pouvoir contacter la maternité pour leur dire là, attention, je suis un peu inquiète, les glycémies ne sont pas bonnes, vous n'avez prévu de revoir la patiente que dans 2 ou 3 semaines, je pense qu'il serait utile de la revoir plus tôt, je peux solliciter mes collègues gynécos, et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait très souvent avec le docteur Drissen. Voici une autre plateforme, donc qui est GlucoXT, qui se présente, je rentrerai pas dans les détails, mais qui se présente un peu de la même manière. Et donc, je vous présente la troisième plateforme, qui est Steto, qui est moins connue, où là, l'inscription est différente. C'est le patient qui rentre, en fait, c'est le médecin qui va rentrer directement le patient. Mais surtout, cette plateforme offre la possibilité de déléguer la gestion opérationnelle à un infirmier libéral formé en diabétologie. Et donc, la télésurveillance, quand on est en ville, peut être déléguée à cet infirmier, avec bien sûr une collaboration, un système de messagerie, afin de permettre l'accompagnement. Alors les freins, c'est la précarité numérique dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le problème de partage des données. C'est l'investissement en temps initial, c'est-à-dire qu'au début, ça prend un petit peu de temps de pouvoir s'approprier la plateforme, les différents outils, de bien paramétrer les alarmes, de faire les quelques démarches administratives qui ne sont pas si nombreuses que ça en fait. Et puis surtout, on a cette difficulté actuellement d'absence de financement de la télésurveillance chez les femmes qui ne sont pas sous insuline. Et ça, c'est une difficulté de nos autorités de santé. La prise en charge d'une femme ayant un diabète gestationnel, elle commence à partir du moment où on a fait un diagnostic. Et l'endocrinologue et l'ensemble des professionnels de santé vont suivre la patiente tout au long de sa grossesse. Et donc, il est difficile de dire que les choses commencent au moment où elle est mise sous insuline. C'est juste une étape éventuelle. Mais c'est vrai que là-dessus, on a une difficulté, voire même ça peut créer un frein face à la télésurveillance, ou peut-être dans l'autre sens, même inciter à mettre trop les patientes sous insuline. Et j'espère que les autorités de santé vont réfléchir. Mais surtout, la télésurveillance, et j'y reviens à nouveau, c'est surtout un outil de pluridisciplinarité. On peut ainsi communiquer avec l'ensemble des professionnels de santé de son territoire, avec un diététicien, avec l'équipe obstétricale. On peut échanger beaucoup plus facilement et de manière sécurisée des données. Enfin, c'est un outil de qualité de prise en charge. En fait, on s'est rendu compte, notamment il y a une étude qui a été faite avec la plateforme MyDiaby Healthcare, qui a permis de montrer l'efficience de cette prise en charge, notamment dans la détection précoce des anomalies. Et on voit que dans l'étude qui a été réalisée avec MyDiaby, on a une diminution de la macrosomie de 2,4. On met plus rapidement en place un traitement. On a moins de perdu de vue. Vous savez, les femmes qui viennent une fois puis qui ont tellement peur, elles veulent plus revenir. On a une meilleure satisfaction des patientes. Pourquoi ? Parce qu'elles peuvent communiquer facilement avec l'équipe soignante. Elles peuvent envoyer leurs messages. Elles n'ont plus besoin de passer un coup de téléphone, attendre, être mises en attente ou attendre la prochaine consultation. Et puis, il y a la satisfaction des soignants, c'est-à-dire qu'on remet le soin au cœur du parcours. Les diabétologues, dans 91% des cas dans cette étude, ont dit qu'ils avaient gagné du temps. Ils ont dit pour 80% d'entre eux que c'était simple et facile. Et le dispositif, alors, le gain de temps était un peu moins important chez les paramédicaux, de manière paradoxale. Mais en fait, d'un autre côté, la plupart des paramédicaux disaient qu'aussi, leur activité était recentrée sur la prise en charge vraiment des patients et pas juste sur des modalités administratives. Donc, on vous a préparé une petite fiche qui sera diffusée dans quelques jours sur le site de la FENAREDIAM pour justement vous remettre les étapes simples pour comment se lancer dans la télésurveillance. On déclare son activité à l'ARS, c'est très simple, ça prend 1 minute, démarche simplifiée. On déclare à son assurance, on choisit sa plateforme, c'est peut-être le moment qui prend le plus de temps pour se former à la plateforme. On signe la convention, on programme ses alertes, on aménage son planning, c'est important de mettre des plages spécifiques, on inclut ses premières patientes, on se réévalue régulièrement et on fait participer l'ensemble de ses collègues. Et je passe la parole au professeur Anne Bourberg. Vous voyez, dans tout ce qui a été dit, des progrès considérables ont été faits dans la prise en charge du diabète gestationnel, puisqu'on a eu des modifications dans les organisations,
On a eu également des modifications dans les nouvelles technologies du diabète, notamment les plateformes de télésurveillance, de télémédecine. Vous voyez qu'il y a maintenant une reconnaissance de l'acte. Alors même si on n'est pas encore satisfait de ce qui peut être fait, on a quand même beaucoup évolué. Néanmoins, il reste une problématique qui est majeure, c'est le risque métabolique pour les mères. Et quand on regarde un tout petit peu les recommandations des sociétés savantes, vous voyez que en 2010, quand on a fait les recommandations françaises, on avait déjà des données qui nous montraient que ces femmes qui ont fait un diabète gestationnel, elles sont à très haut risque de devenir diabétiques de type 2. Elles sont également à très haut risque de syndrome métabolique et de maladies cardiovasculaires. Et déjà à l'époque, en 2010, on savait très bien quelles étaient les femmes qui étaient les plus à risque. Les femmes qui étaient en surpoids ou obèses, les femmes qui avaient été diagnostiquées avant 24 semaines, des femmes qui étaient mises sous insulinothérapie ou des femmes qui avaient des valeurs élevées de la GPO. Alors en 2023, vous voyez, l'ADA a fait des nouvelles recommandations comme chaque année et toujours dans le même sens. On sait que le risque de diabète est extrêmement important et vous voyez que ce risque de diabète, il est finalement tout au long de la grossesse, à 10 ans, à 20 ans, à 50 ans. Et finalement, il n'est jamais trop tard pour dépister ces femmes. Et quand on voit une patiente qui fait un diabète gestationnel, le premier message qu'il faut lui donner, c'est d'abord la rassurer. L'ensemble des prises en charge sont nettement améliorées et même s'il reste des complications materno-fétales, dans la plupart des cas, les grossesses chez les femmes qui ont un diabète gestationnel vont parfaitement bien se passer. Par contre, il faut considérer que ces femmes, quelque part, avoir fait un diabète gestationnel, c'est une chance. C'est pas quelque chose qui doit être vécu comme quelque chose de dramatique, mais c'est une chance. Pourquoi? Parce que vous voyez que cette méta-analyse qui a repris des données finalement extrêmement importantes entre 2000 et 2020, un nombre considérable de femmes ayant un diabète gestationnel et le risque de devenir diabétique de type 2 après un diabète gestationnel est aujourd'hui multiplié par 10. Donc, faisons passer le message que pour ces femmes, effectivement, quelque part, c'est une chance que pendant cette période de stress de la grossesse, on a pu démontrer qu'elles avaient des anomalies de la tolérance au glucose et que finalement, c'est la seule population chez qui on pourra éviter de devenir diabétique de type 2 plus tard si on garde des mesures hygiéno-diététiques, une activité physique qui a été expliquée au cours de la grossesse. Alors, on peut nous dire, finalement, dans ces méta-analyses, on peut nous dire, de toute façon, il y a eu différentes méthodologies de diagnostic, il y a eu des critères différents, et que finalement, ces données sont peut-être pas validées. Et quand on regarde aujourd'hui les données de la cohorte APO, qui était finalement la grande étude qui avait été publiée en 2008 dans le New England, considérant et essayant de faire des critères diagnostiques à partir d'un seuil, finalement, ces femmes qui ont été dépistées selon les critères de l'IAD-PSG, on a pu regarder le suivi de ces mères et de ces enfants. Et qu'a montré cette étude? A montré que aujourd'hui, avec les critères que l'on utilise, c'est-à-dire les critères de l'IAD-PSG, une femme qui a fait un diabète gestationnel, elle a 10 fois plus elle a un risque de 10%, 10,7% dans la cohorte est devenue diabétique de type 2, 30% avaient une hyperglycémie modérée à jeun et 28% avaient une intolérance au glucose 11 ans après l'accouchement. Soit, vous voyez, 52% d'anomalies de la tolérance au glucose dans l'étude APO chez des femmes qui avaient un diabète gestationnel, comparativement à une population contrôle qui n'avait pas de diabète gestationnel. Vous voyez que là, le risque d'anomalie de la tolérance au glucose n'est que de 20%. Donc aujourd'hui, on peut clairement affirmer que le diabète gestationnel est à haut risque de devenir diabétique de type 2, au moins dans les 10 ans, voire plus précocement pour certaines patientes. Alors ça, c'est une étude qui concerne aussi d'autres éléments, puisque finalement, on sait que ces femmes, elles sont à risque de devenir diabétiques de type 2, et on a considéré pendant un certain temps que ces femmes étaient également à haut risque de maladies cardiovasculaires. Et finalement, on avait fait assez facilement le lien en disant, elles font un diabète, elles vont avoir des maladies cardiovasculaires. Et finalement,
quand on regarde maintenant cette grande étude qui a été publiée, vous voyez un suivi entre 1973 et 2015, on a regardé un petit peu les événements cardiovasculaires, notamment tout ce qui est cardiopathie, en fonction de la complication de la grossesse. On sait qu'une femme qui a fait une prééclampsie, elle est plus à risque d'avoir des anomalies cardiovasculaires. Et vous voyez que le diabète gestationnel en lui-même est à haut risque de maladies cardiovasculaires, de cardiopathie, et ceci indépendamment du fait qu'elle soit devenue diabétique. Donc aujourd'hui, on a suffisamment de données pour dire que certes, le diabète gestationnel, on est à très haut risque de diabète de type 2, et ça, on le sait parfaitement bien, mais aujourd'hui, on a également des données qui montrent que le diabète gestationnel, on est à très haut risque de pathologie cardiovasculaire. Alors, en ce qui concerne les autres facteurs de risque, finalement, il n'y a pas que la pathologie cardiovasculaire. On a également des données dont je n'ai pas le temps de développer aujourd'hui, mais ces femmes sont plus à risque de stéatose hépatique et de NASH. On sait que finalement, tout ça va être associé dans un contexte métabolique, plus à risque également de pathologie rénale. Alors, en théorie, on sait ce qu'il faut faire. À la maternité, on va surveiller les glycémies de l'enfant, de la mère, on va arrêter l'insulinothérapie et on va promouvoir l'allaitement. Qu'est-ce qui était recommandé? Il était clairement recommandé par les recommandations françaises de faire lors de la visite postnatale au moins une HGPO ou une glycémie à jeun. Vous savez que l'hémoglobine glyquée n'est pas recommandée en France et vous voyez que l'ADA a recommandé une HGPO 4 à 12 semaines postpartum et également éventuellement une hémoglobine glyquée. Alors, ça c'est de la théorie. En pratique, on sait également qu'il est recommandé de faire au moins une glycémie à jeun ou une HGPO tous les ans, voire tous les 3 ans, et que finalement ces femmes sont à très haut risque, donc elles doivent continuer à garder une alimentation équilibrée, surtout pendant la période du diabète gestationnel, on ne parle surtout pas de régime, il faut bannir ce mot, elles doivent avoir une alimentation équilibrée, une activité physique, et on arrêtera le tabac, on traitera l'hypertension artérielle, la dyslipidémie, et on discutera éventuellement la mise sous metformine, même si aujourd'hui, il n'y a pas l'AMM, mais c'est une question qui peut se poser. Alors, chez l'enfant, est-ce qu'il y a des risques? Là aussi, c'est quelque chose qu'on a beaucoup de difficultés à aborder avec les patientes parce que, effectivement, leur dire que peut-être il y aura des anomalies chez l'enfant, des anomalies métaboliques, c'est quelque chose qu'il faut aborder avec ces femmes. Alors, qu'est-ce qu'on sait? On sait qu'il y a aujourd'hui le concept de la DOAD, qui est le concept de programmation des maladies métaboliques, et on sait que finalement, ce qui va se passer in utero va avoir un réel impact sur notre devenir, et notamment sur les maladies cardiovasculaires, sur le diabète, sur le risque à long terme. Alors, tout ça va passer par le concept de programmation fœtale. Il n'y a pas que le diabète qui est concerné par ce concept de programmation des risques, des maladies métaboliques, mais par exemple, le stress. On sait aussi que le stress, quand la maman est stressée pendant la grossesse, il va y avoir un impact sur le devenir à long terme de ses enfants. Alors, est-ce qu'on a des données qui montrent que ces enfants sont plus à risque d'obésité et de surpoids? Toujours dans la cohorte à haut, où on a suivi ces enfants qui sont là âgés de 11 ans, vous voyez que quand on a fait un diabète gestationnel pour la maman, il y a 19% d'obésité chez ces enfants qui sont âgés de 11 ans, alors qu'il n'y a que 9% dans la population contrôle. Alors, finalement, diabète gestationnel et maladies métaboliques, vous voyez que quand on a des pathologies de la grossesse, et c'est vrai pas simplement pour le diabète gestationnel, mais on peut faire exactement ce même graphique, par exemple pour la prééclampsie, on sait qu'on est à très haut risque de maladies métaboliques et que finalement c'est une population qu'il faut être capable d'isoler pour faire de la prévention. Ici, on a mis prévention métabolique, mais c'est la même chose pour les femmes qui ont fait une prééclampsie. Alors, en pratique, quelque part, la grossesse, c'est vraisemblablement une fenêtre d'opportunité au cours de la vie pour proposer des mesures de prévention. Des mesures de prévention pour la mère, je pense que j'ai suffisamment démontré le risque de diabète, de maladies cardiovasculaires, de NASH, mais également
prévention pour la famille, puisque finalement ce que la maman va mettre en place, ça va être également bénéfique pour la famille et bien sûr pour l'enfant. C'est le concept des 1000 premiers jours et on sait que maintenant, finalement, la grossesse n'est pas que 3 trimestres, mais on peut considérer qu'il y a un 4e trimestre qui est le trimestre préconceptionnel où on pourrait proposer notamment la consultation préconceptionnelle pour ces patientes. Et maintenant, je vais donner la parole au docteur Petit, qui est médecin généraliste et qui, lui, voit ces patientes alors que nous ne les voyons plus après l'accouchement et qui va nous dire un petit peu comment ça se passe en pratique. Merci beaucoup. Donc, effectivement, le médecin généraliste va arriver avant la grossesse, un peu pendant la grossesse, également après. Et quel va être son rôle, justement, et quelle va être l'importance de suivre ces patientes de façon spécifique en médecine générale après cet événement que va être le diabète gestationnel. Donc, dans le suivi du postpartum, on l'a déjà évoqué, mais on a vu que ce risque était quand même énorme de développer un diabète de type 2 après l'apparition d'un diabète gestationnel, d'où l'importance de poursuivre la surveillance après l'accouchement. Le risque de syndrome métabolique, on l'a vu à l'instant avec le professeur Vanberg, est également très augmenté, avec évidemment des facteurs de risque qui se retrouvent, que ce soit l'obésité, la sédentarité, un déséquilibre alimentaire, etc., qui vont concourir à augmenter le risque des pathologies cardiovasculaires, comme on vient de le voir à l'instant. Donc, on constate qu'à 7 ans, après un diabète gestationnel, une grossesse qui a été marquée par un diabète gestationnel, le risque cardiovasculaire chez ces femmes est très élevé. Et en particulier toutes les pathologies cardiovasculaires, l'insuffisance coronarienne, qu'elle soit aiguë ou chronique, le risque d'infarctus du myocarde également très élevé, avec la survenue d'une hypertension qui est fréquemment associée. On parlait aussi de la NASH à l'instant. Donc c'est une prise en charge qui est vraiment globale et qui va être du ressort du médecin généraliste, comme le font également les endocrinologues et les autres participants au suivi de ces patientes. Donc la prise en charge précoce permet de diminuer ce risque cardiovasculaire pour les femmes. Donc pour nous, en tant que médecin généraliste, on doit garder en tête que la survenue d'un diabète gestationnel, c'est vraiment un indicateur à faire une prévention et un dépistage plus intense chez ces patientes-là. Alors, quelles vont être les occasions pour proposer à ces femmes de faire ce dépistage ? On le redit, ça a déjà été dit, mais c'est important de le rappeler. La consultation postnatale peut être une de ces occasions. Avant une toute nouvelle grossesse, c'est évidemment important de préparer cette maman à une nouvelle grossesse et à éviter le diabète gestationnel sur une nouvelle grossesse. Le rythme de 1 à 3 ans a déjà été évoqué. Mais en fait, les patientes, on les voit pour de multiples occasions et chaque occasion est bonne pour en profiter pour faire un bilan biologique et refaire le point sur ces facteurs de risque cardiovasculaire. Alors, selon quelle modalité on va pouvoir dépister ce diabète qui va pouvoir être secondaire à un diabète gestationnel ? Eh bien sûr, comme dans toute la population générale, par une glycémie à jeun. Pour l'instant, l'hémoglobine glyquée n'est pas recommandée dans ce contexte de dépistage, plutôt pour le suivi évidemment de la pathologie diabétique. On va pouvoir proposer une hyperglycémie provoquée orale dans le postpartum, évidemment, à n'importe quel moment. Ou peut-être de façon plus simple, une glycémie postprandiale qui sera moins contraignante puisqu'on n'aura pas les 2 heures imposées au laboratoire. Comment faire ? On a déjà bien dit, mes collègues l'ont dit avant moi, mais j'en profite pour le répéter, il est important de bien informer pendant leur grossesse, lorsqu'il y a un diabète gestationnel, de la nécessité d'un suivi en postpartum. On a vu que c'était une opportunité aussi finalement que d'avoir ce diabète gestationnel, puisque on allait prendre de bonnes habitudes au niveau nutritionnel, au niveau de l'activité physique, puis au niveau du suivi médical en général. Donc le médecin traitant va proposer selon les recommandations. Alors ce qui est intéressant, c'est à la sortie de la maternité d'avoir des informations concernant le rythme et les modalités de suivi pour un petit peu guider et encadrer le dépistage de ce diabète dans les suites d'un diabète gestationnel. C'est des choses auxquelles on est effectivement habitué à faire un suivi sur le long terme. Mais c'est bien que les diabétologues et les gynéco-obstétriciens qui ont pris en charge la patiente pendant la grossesse profitent de ce courrier pour nous rappeler un rythme ou une modalité de suivi. C'est très important de savoir dépister ce risque cardiovasculaire. Alors toutes les consultations sont bonnes et c'est toujours le bon moment pour le faire. Ça peut être effectivement aux 10 ans de l'enfant, ça peut être le cap des 50 ans et de l'installation de la ménopause, ça peut être le changement d'activité avec l'arrivée de la retraite, tout ce qui peut modifier effectivement le contexte de vie et l'arrivée de ces pathologies-là.
Qui peut intervenir? Eh ben, on a vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient impliquées dans les soignants, depuis le gynécologue, le diabétologue, le médecin traitant, les sages-femmes, les infirmières isolées ou de pratique avancée, les diététiciens, mais aussi les professeurs d'activité physique, etc. Tout le monde a sa place. On a vu le rôle important que prenait le numérique pour assurer par la télésurveillance ces patientes-là. Et donc, il est temps maintenant de répondre à vos questions qui sont arrivées pendant notre exposé. Merci. Merci à tous. Alors, allez-y, il est temps de poser vos questions maintenant. N'hésitez pas, on a encore un petit quart d'heure pour pouvoir échanger. Et donc, première question. Alors, pourquoi ne peut-on pas faire d'hyperglycémie provoquée par voie orale en cas de bypass? Peut-être Gwenaëlle, tu veux nous répondre? Eh bien, en général, la prise de glucose en quantité importante chez les patients qui ont un bypass provoque en général une hypoglycémie et des malaises, peut provoquer une hypoglycémie aiguë et des malaises. Et donc, on évite de faire une SGPO chez une patiente qui a un bypass. Voilà, donc on évite comme ça le dumping syndrome et Voilà. l'affolement au laboratoire. Ensuite, il y avait une question sur le seuil de la glycémie à jeun. Donc effectivement, c'est quelque chose qui revient souvent. Est-ce que les seuils qu'on utilise actuellement, donc je rappelle, les seuils d'HGPO, c'est à partir de 0,92 grammes par litre à jeun, 1,80 grammes par litre à 1 heure et 1,53 grammes par litre à 2 heures. Mais est-ce que ces taux vont être modifiés? Professeur Vanberg, est-ce que... Alors, il faut savoir que quand on a posé le diagnostic de 0,92, il n'y avait pas, l'étude APO avait été faite sur les critères diagnostiques de la GPO à 24-28 semaines. Donc finalement, il n'y avait pas d'études qui ont été faites avec un seuil diagnostique plus différent. Donc on a extrapolé les données de 24-28 semaines au début de grossesse. Vraisemblablement, on sait que ce seuil n'est peut-être pas le meilleur. Mais attendons finalement l'étude, le PHRC national LEMA-GDM que je coordonne dans 27 centres français, dont le but est de regarder la prise en charge précoce versus la prise en charge tardive. Donc c'est la deuxième étude sur le plan international qui est en cours, après l'étude australienne qui a été publiée. Donc cette étude nous donnera peut-être quel est le seuil de glycémie à jeun qu'il faudra définir. Donc pour l'instant, les recommandations françaises restent celles qu'on avait positionnées en 2010. On espère avoir les données en 2026 pour pouvoir faire de nouvelles recommandations sur le dépistage du diabète gestationnel. Merci. Alors, il y avait des questions sur la télésurveillance. Donc, je vais essayer d'y répondre. Est-ce que les 40 heures d'ETP ou le DU d'éducation thérapeutique sont indispensables pour les médecins? Alors théoriquement, pour faire l'accompagnement thérapeutique, il faut effectivement être titulaire de cette formation, qui est vraiment de toute façon très enrichissante et que je vous invite à faire si jamais vous ne l'avez pas faite. Après, si vous n'avez pas pu le faire, par exemple, je pense à certains médecins généralistes, il y a aussi la possibilité dans l'équipe, en fait, d'avoir au moins une personne qui a fait cette formation. Et donc, ce qui veut dire qu'on peut aussi éventuellement avoir travailler entre un médecin généraliste et un endocrinologue, par exemple. Donc, il y a de multiples façons, en fait, de pouvoir organiser les choses. Ensuite, peut-on transférer les échanges, tout le dossier qui est sur la plateforme dans le dossier médical? Alors, c'est vrai qu'on aimerait tous avoir des logiciels interopérationnels et finalement n'avoir qu'un seul logiciel pour tout. Ça, c'est un rêve, qu'on espère tous. Ce qui est sûr, c'est que l'ensemble de ces plateformes ont toujours des systèmes où vous pouvez télécharger sous forme d'un PDF, en fait, les résumés, que ce soit les glycémies, les échanges. Et donc, c'est très facile après d'intégrer ce PDF dans son logiciel médical. Alors, avez-vous pu noter une amélioration de la prise en charge avec la télésurveillance? Alors peut-être, Gwenaëlle, tu veux nous répondre? Est-ce que...
Moi, je pense pas qu'on a montré une amélioration de la prise en charge, parce qu'on faisait ça déjà depuis très très longtemps, avec les plateformes MyDiaby. C'est surtout qu'on a une reconnaissance financière de cette télésurveillance, qui est important parce que ça mobilise des paramédicaux, ça mobilise un tas de personnes qui ont besoin d'être rémunérées. Je pense que par exemple, dans un cabinet médical, ça peut être l'objet d'avoir du temps et de pouvoir rémunérer une diététicienne. Parce que on l'a toujours fait, on l'a fait depuis très très longtemps, mais on le faisait bénévolement. Maintenant, on a une reconnaissance et on espère que quand même les femmes qui ont un diabète gestationnel sans insuline, elles bénéficient du même suivi que les autres, et il devrait y avoir effectivement une reconnaissance de cette télésurveillance aussi pour les femmes qui n'ont pas d'insuline, puisque de toute façon, on ne peut pas les lâcher, puisqu'il n'est jamais exclu qu'à un moment donné, elles n'aient pas besoin d'insuline, mais la tolérance au glucose se modifiant tout au long de la grossesse, il est possible que parfois, en fin de grossesse, elles vont avoir besoin d'une insulinothérapie. Donc, on ne peut pas les lâcher dans la nature. Et puis, je rappelle aussi, alors on a encore beaucoup de collègues, notamment en libéral, qui justement du frein face au financement de cette télésurveillance continuaient pendant longtemps à voir les patientes tous les 15 jours avec un carnet de glycémie. Et donc, c'est vrai que ça faisait beaucoup de consultations, certaines pas forcément utiles, parce que c'est ça aussi l'intérêt de la télésurveillance, c'est de pouvoir finalement fixer son attention sur les patientes les plus complexes, et tout en éventuellement étant un peu plus souple avec celles qui ont moins besoin de surveillance. Mais même parfois, on s'est rendu compte que certaines patientes qui avaient des résultats absolument parfaits, mais en fait étaient en difficulté, en détresse psychique face à la pression qu'elles ressentaient face à cette prise en charge et cette surveillance. Et donc, du coup, tous ces échanges un petit peu informels, cette messagerie est intéressante. Mais je ne sais pas, docteur Petit, si vous avez commencé le recours à la télésurveillance ou si c'est quelque chose que vous envisagez? Alors, on a la chance d'avoir, nous, à proximité, un service de diabétologie qui suit nos patientes et effectivement qui bénéficie de ces plateformes et sur lesquelles, alors malheureusement, on n'est pas encore intégré dans ce circuit et on n'a pas forcément accès à cette plateforme. Alors, je pense que c'est simplement un manque de volonté ou de connaissance de ma part, parce que je pense que techniquement, ça doit être tout à fait faisable. Après, c'est vrai que dans la mesure où on a beaucoup de choses à faire, où les choses sont très bien faites par les diabétologues de notre secteur, on n'a pas vraiment ressenti pour l'instant l'intérêt de mettre les pieds dans le plat. On voit les patientes, on fait quand même le suivi obstétrical intermédiaire. La partie plus spécifiquement diabétologique, insuline, est gérée du coup en télésurveillance, et on constate effectivement que les patientes sont assez satisfaites par ce dispositif. Je mettrais juste une petite pondération. Pour avoir récupéré plusieurs patientes qui sont revenues vers un suivi plus traditionnel, consultation régulière auprès de moi, en disant mais la grossesse précédente, j'ai eu l'impression de ne pas être suivie. C'est comme elles sont suivies sur sans que ça se voit, elles n'ont pas vu physiquement, elles m'ont dit mais j'ai pas été suivie. Alors, je leur ai répondu que probablement que c'est parce que les résultats étaient parfaits, donc il n'y a pas eu d'alarme et elles n'ont pas été recontactées. Mais voilà, il y a un petit... Alors c'est vrai que moi, qu'à titre personnel, je leur mets, tous les 7 à 10 jours, un petit message, ne serait-ce qu'un smiley ou un pouce. Voilà. Alors c'est toujours une façon un peu étrange de communiquer. Je pense que c'était pas comme ça qu'on avait appris. Mais finalement, c'est aussi vous dire coucou, je pense à vous, je vous vois, je suis là. J'apprécie beaucoup. Elles sont très très contentes de voir. Elles remercient. Nous on utilise beaucoup cette plateforme. Enfin, on n'utilise que cette plateforme avec laquelle on travaille, et puis on travaille aussi avec toi, Emmanuel. Mais elles sont toujours très contentes de voir que on a regardé leur glycémie, qu'on leur a dit que c'était bien, parce qu'elles ont besoin de beaucoup d'encouragement, parce qu'elles trouvent ça pénible, en fait, se piquer 6 fois par jour et ne pas avoir de retour sur leurs bons résultats. C'est vrai qu'elles sont très contentes, et quand ça va pas, c'est vrai que très rapidement, on essaie de les voir, et comme tu disais, elles ont besoin aussi d'être vues de temps en temps, parce que sinon elles ont l'impression d'être juste derrière un ordinateur, et que c'est important physiquement de voir. Ça ne veut pas dire qu'il faut les voir tous les 15 jours. Un peu à l'ancienne, il y en a certaines à qui ça correspond. Là. Et alors justement, je sais que dans votre maternité, vous n'avez pas beaucoup d'endocrinologues disponibles. Donc, comment vous faites, enfin, à quel moment vous dites, là, il faut que cette patiente, donc c'est vous qui mettez en place la diététicienne, la sage-femme. Alors, ouais, on a le suivi. À quel moment, à partir de quel seuil de glycémie, combien de glycémie vous... Alors, c'est pas toujours très évident d'avoir un seuil très strict, très régulier, mais globalement, c'est vrai que
Quand il y a plus de 10% de glycémie qui sont rouges avec le code couleur, en général, là, on tire la sonnette d'alarme. Alors, soit d'abord la diététicienne, soit moi ou un autre médecin qui pourrait voir la patiente et faire le point. Et quand on n'y arrive pas et quand on ne sait plus comment faire, ou quand c'est trop élevé, par exemple, assez rapidement, on envoie un diabétologue, effectivement. Mais globalement, c'est environ 10% des glycémies qui ne seraient pas dans la norme. Là, on a besoin de faire un point, alors soit par téléphone, soit physiquement. Et on voit ces patientes pour faire le point. Et c'est souvent des erreurs diététiques la plupart du temps, parce qu'on a beau avoir un atelier diabète avec une diététicienne, une sage-femme qui les voit, qui explique comment on utilise à la fois la plateforme et comment on s'alimente, le régime, entre gros guillemets, comme on dit, parce que ça n'est pas un régime, en effet, c'est une alimentation. Mais il y a beaucoup d'informations, donc c'est vrai qu'elles doivent perdre un peu les informations, qu'elles ont besoin d'avoir beaucoup de conseils aussi. Et professeur Vanberg, je voulais vous demander comment, avant, on avait souvent tendance à dire ah mais madame, vous inquiétez pas, dès que vous avez accouché, tout est terminé, vous pouvez remanger normalement. Est-ce qu'il ne faut pas changer du coup cette petite phrase sans non plus trop alarmer les patientes? Qu'est-ce qu'on doit leur dire alors? Bien sûr, je pense qu'il faut leur dire que il faut avoir une alimentation équilibrée d'abord. Je pense que ça c'est important. D'ailleurs, de toute façon, les femmes elles le savent très bien. Quand elles vont regarder, quand elles vont aller dans un, je sais pas, cafétéria ou je ne sais pas, je ne nommerai pas, mais elles voient très bien leur glycémie. Elles voient très bien qu'elles vont monter à des glycémies élevées. Et d'ailleurs, certaines, elles ont compris. Elles ont compris qu'il suffit d'aller marcher et de faire le tour du pâté de maison pour que la glycémie soit normale. Donc cet outil, il est quand même extrêmement pédagogique. Parce que elles comprennent très bien, elles savent très bien, très vite quels sont les aliments qu'il faut manger, qu'il faut pas manger, parce qu'elles vont voir si elles sont vertes ou elles sont oranges. Donc je pense que effectivement, faut tout de suite leur expliquer que ce qu'elles devraient faire, c'est ce qu'on doit tous faire, même nous qui n'avons pas de diabète gestationnel. On doit avoir une alimentation équilibrée, on doit promouvoir l'activité physique. Alors, je pense qu'il ne faut pas être dans la culpabilité, mais il faut les accompagner progressivement pour que finalement, elles puissent garder et modifier leur comportement. Nous avons mis en place, nous, dans notre structure, des ateliers avec l'éducateur sportif. On a la chance d'avoir un atelier éducateur sportif. Donc, les femmes qui ont un diabète gestationnel, elles viennent maintenant. On leur demande de venir avec leur basket. On a des gros ballons. On a des choses et on travaille sur l'activité physique qui est adaptée à chaque patiente de façon individuelle. Parce qu'une patiente qui ne fait aucune activité, on peut pas lui demander de faire beaucoup trop d'activités. On va progressivement adapter l'activité physique et finalement, elles finissent à aller jusqu'au bout. Pour un certain, elles continuent l'activité jusqu'au bout et c'est rentré dans leurs habitudes et elles continuent l'activité aussi après. Donc je pense que ce qu'il faut dire, c'est que finalement, les femmes qui ont un diabète gestationnel, c'est quand même une médecine personnalisée. Finalement, le diabète gestationnel, c'est très hétérogène, c'est une définition biologique, mais on voit bien que quand on est face à une patiente, on a vraiment des profils qui sont très différents. On peut avoir des patientes qui ont un diabète gestationnel qui n'ont pas de surcharge pondérale, et là, finalement, on va pas donner les mêmes conseils qu'une femme qui a une surcharge pondérale ou qui a une obésité. Donc je crois que effectivement la télésurveillance c'est très bien, mais ça n'empêche pas qu'il faut arriver à décrypter, ce qui n'est pas facile, finalement quelles sont les femmes qu'il faut voir. Et ça c'est vraiment difficile, parce qu'il y a certaines femmes qu'il faut voir en consultation, même si elles ont des glycémies qui sont dans les objectifs, parce qu'on aura induit un stress, on aura été anxiogène, et je pense qu'il faut vraiment bien leur dire que la grossesse ça doit rester un plaisir. Petite question, peut-être, docteur Bivin, comment est-ce qu'on peut bénéficier du financement de la consultation diététique au sein d'une CPTS ou autre? C'est bien la difficulté. Dans le cadre donc des maisons de santé, il y a la possibilité de salarier une diététicienne. Dans le cadre des CPTS, nous on pensait que c'était possible jusqu'à ce que l'ARS nous dise le jour où on a signé le truc que c'était pas possible. Donc en fait, ce qui est possible de faire, c'est de l'éducation thérapeutique. On peut financer des programmes d'éducation thérapeutique, même s'il y a 1, 2 ou 3 patients, ou pas beaucoup en fait, même si c'est presque de l'individuel. Et dans ces cas-là, le programme peut être financé. Voilà, c'est un petit billet quelque part. Et puis je pense que dans le cadre de la télésurveillance, ça avait l'air de dire qu'il y avait moyen de financer une participation
d'un protocole de coopération, quoi, c'est ça? Oui, exactement. Et puis aussi, probablement qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites dans notamment les parcours autour de la prise en charge des patients en situation d'obésité. Je pense notamment à des programmes d'ETP en visio, d'IETP. Oui. Et là-dessus aussi, Il y a ça de pourrait être l'ETP. aussi une piste de pouvoir intégrer éventuellement. Je sais qu'il y a la région, l'ARS Bourgogne-Franche-Comté, qui finance ce type de programme. Et on pourrait imaginer aussi que nos ARS s'investissent de cette manière-là pour permettre aux patientes. C'est vrai que les patientes, les femmes enceintes, pour beaucoup d'entre elles, elles sont assez sensibles quand même à la visio. Souvent, elles ont déjà beaucoup de rendez-vous, elles peuvent pas toujours se déplacer. Et donc, ça peut être aussi, je pense, une opportunité. Nous, on avait regardé par rapport au réseau qui était sur l'Île-de-France, la rémunération des diététiciennes n'était pas tout à fait. Enfin, c'est pas ce qu'elles ont forcément. Ça dépend, hein, mais en activité de consultation libérale. On va prendre les dernières questions parce qu'il nous reste juste quelques minutes. Pourquoi est-ce que les femmes qui ont subi une sleeve gastrectomie sont plus à risque de diabète gestationnel, alors que on dit toujours que le fait d'avoir une chirurgie bariatrique, ça améliore leur métabolisme? Peut-être professeur Vanberg. Finalement, ces femmes, elles ont souvent quand même gardé parfois une surcharge pondérale qui est modérée, et du coup, elles peuvent de nouveau garder ce facteur de risque. Et après, je pense qu'il y a aussi des modifications, puisque finalement, c'est quoi la définition du diabète gestationnel? La définition du diabète gestationnel, c'est une insulinorésistance qui est physiologique pendant la grossesse, qui est expliquée par l'unité fœto-placentaire. Et lorsqu'on fait un diabète gestationnel, ça veut dire que l'on est incapable d'augmenter sa sécrétion insulinique. C'est-à-dire qu'il y a un déséquilibre, on a une résistance à l'insuline. Théoriquement, si on a une tolérance glucidique normale, on va compenser en augmentant sa sécrétion d'insuline. Là, on ne sait pas le faire. Donc finalement, c'est le même mécanisme physiopathologique que le diabète gestationnel. Le diabète gestationnel, c'est un diabète de type 2, je dirais précoce. Voilà, c'est un prédiabète de type 2, puisque c'est exactement le même mécanisme. Donc finalement, on peut comprendre que si la clé du problème, c'est le déficit de l'insulinosécrétion, ces femmes, elles ont été diabétiques, elles ont une surcharge pondérale, elles ont vraisemblablement un déficit de l'insulinosécrétion. Alors, avant de terminer, je voudrais poser la même question à peu près à notre gynécologue et notre médecin généraliste. Parce qu'en gynécologie, vous avez quand même une spécialité où vous faites beaucoup de prévention, le cancer du sein, le cancer du col de l'utérus. Quel message pourrait-on passer aux gynécologues et aux sages-femmes même, bien sûr, sur justement maintenant, est-ce que les gynécologues et les sages-femmes ne sont pas en train de devenir de nouveaux acteurs de la prise en charge cardiovasculaire des femmes? Complètement. Il y a de plus en plus d'études, notamment, et de connaissances, et nous en sommes de plus en plus témoins effectivement des risques cardiovasculaires et notamment de la prééclampsie, comme ça. Ça, on connaît ça très bien. Le diabète gestationnel, on connaît ça moins bien, on s'y intéresse beaucoup moins, et c'est pas bien. On devrait répéter, comme dit le professeur Vanberg, les risques à long terme. Les sages-femmes devraient aussi se rendre compte que ces risques sont vraiment réels et que même quand il y a un diabète gestationnel qui est équilibré pendant la grossesse, il y a quand même des risques à 10 ans pour ces mamans. Et donc c'est important de le prendre au sérieux, sans dramatiser, parce qu'en effet, les patientes, elles sont très stressées par ça. Mais de sensibiliser de plus en plus les gynécos et les sages-femmes à cette problématique du diabète gestationnel qui est très importante et qui a des conséquences sur le futur de ces mamans. Et puis, docteur Petit, alors quel message peut-on faire passer aux médecins généralistes justement ne pas oublier, parce qu'on y pense dans l'année qui suit souvent, oui, vous avez un diabète gestationnel, mais 5 ans, 10 ans, 15 ans après, vous qui suivez les patientes pendant très longtemps. Oui, on peut, oui, d'autant que ça fait plus de 25 ans que je suis installé. Effectivement, j'ai le plaisir de suivre des grossesses et des patientes diabétiques, et malheureusement donc des patientes diabétiques de type 2, comme on l'a vu à l'instant, qui ont fait un diabète gestationnel et qui ont fait déjà une première expérience de diabète de type 2 en fait. Donc il faut garder ça en mémoire, éventuellement mettre des alertes dans nos logiciels, le noter quelque part. Alors c'est vrai qu'on a la chance en médecine générale de suivre sur le long terme nos patientes. On connaît souvent les antécédents familiaux, on connaît souvent la famille, on connaît le contexte social, économique, les habitudes alimentaires aussi, qui sont super importantes, les habitudes d'activité physique. Alors ça, c'est des choses qu'on va
accompagné pendant tout le suivi de nos patientes. Et on a vu quand même que le diabète gestationnel était de plus en plus fréquent pour de multiples raisons, des grossesses plus tardives, une augmentation de l'IMC de la population générale, hein, et que le risque cardiovasculaire après ce diabète gestationnel était extrêmement élevé. Donc on voit que malheureusement les femmes rattrapent le risque cardiovasculaire des hommes. Alors c'est pas la même chose pour l'égalité salariale malheureusement, mais justement c'est là où il faut mettre les bouchées doubles et être particulièrement vigilant pour assurer un suivi et un dépistage, parce qu'il y a souvent des apnées du sommeil, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais l'hypertension artérielle, le diabète ou le syndrome métabolique, avec des clés qui sont les mêmes. L'activité physique, l'équilibration de l'alimentation, des prises en charge qui sont globales, qui tiennent compte aussi, on l'a dit, de l'aspect psychologique qui est quand même déterminant parce que l'anxiété et la dépression est souvent associée aussi à tous ces facteurs de risque. Donc on vient de vivre une période anxiogène après le Covid. Enfin, on a quand même une société qui évolue aussi. Une offre médicale de soins qui diminue. Donc, il faut s'intégrer à tout ça et surtout, voilà, pas oublier que ces femmes sont vraiment à risque et de diabète et de pathologie cardiovasculaire et considérer qu'elles doivent être dépistées de façon peut-être plus intensive que ce qu'on faisait en considérant c'est une femme, elle est plutôt protégée. Maintenant, en fait, on se rend compte que malheureusement, son risque cardiovasculaire augmente, son risque de diabète aussi. Et il faut vraiment s'impliquer dans ce domaine. Alors, il y a un intervenant qui sait que la femme a fait un diabète gestationnel. Si je dois vous poser la question, dites-moi qui, selon vous? Parce que finalement, on n'est pas bon. On se rend compte, aujourd'hui, on a moins, je sais pas, les dernières données, alors ça dépend des régions, hein, mais on n'est pas bon dans le dépistage du suivi de ces femmes. Qui est, selon vous, la personne qui pourrait nous aider à dire, attention, il y a une alerte, cette femme, elle a fait un diabète gestationnel? Je vous pose la question à vous trois, à vous quatre. À votre avis? Tout le monde a sa place. Le pédiatre. Non, non, non. À votre avis? La patiente? Non. Elle a oublié. Elle a pensé à autre chose. Le médecin traitant, il est débordé. Il sait pas. Non, mais il a pas le courrier. pharmacien. Le pharmacien, il a délivré à un moment donné des bandelettes et de l'insuline et un lecteur. Et ça, lui, il devrait pouvoir nous aider. Et nous, on a commencé à travailler avec les pharmaciens en disant, vous pouvez nous dire, si on arrive à collaborer avec les pharmaciens et mettre des interactions, ou que le pharmacien il puisse dire, voilà, il y a un flash, attention, vous avez fait un diabète gestationnel, est-ce que vous avez été voir votre médecin traitant pour faire une glycémie à jeun? Peut-être qu'on réussira. Il n'y a que lui qui sait que la femme il lui a donné des bandelettes, un lecteur, voire de l'insuline. Donc je crois que aujourd'hui, si on ne réussit pas, je pense que personne, dans aucune région, on peut dire on a 70, 80 ou 90 % de femmes qui font le dépistage après, si cette région existe, qu'on me donne les clés, parce que je pense que nous, on n'y arrive pas, au moins dans les Hauts-de-France. Mais par contre, le pharmacien, il sait. Et je crois qu'il faut arriver à travailler avec le pharmacien. Il a une alerte, il dit à la dame, il peut communiquer avec les médecins traitants. On dit qu'il faut faire l'HGPO dans les recommandations. Est-ce que c'est une faute de faire une glycémie à jeun et une hémoglobine glyquée simplement? Non, c'est pas une faute, c'est mieux que rien. Parce que les femmes, elles ne font pas l'HGPO. Il faut rester 2 heures au laboratoire, elles ont des bébés, elles ont des enfants en bas âge. Elles le font pas. En pratique, toutes les personnes qui ont essayé de mettre en place, ils n'ont pas réussi. Donc je crois que il faut se battre pour la glycémie à jeun et l'hémoglobine glyquée. Si la femme, vous lui expliquez si elle veut faire la GPO, tant mieux. Mais ça veut dire que, faute de mieux, mais c'est sûr qu'on va pas dépister l'intolérance, mais faute de mieux, on va dépister les femmes qui ont un diabète et qui ont un prédiabète, et on a des éléments pour le faire. Une glycémie postprandiale, ça peut être une alternative. Ça peut être une alternative. Un petit déjeuner bien copieux. Oui. Une glycémie postprandiale, on n'a pas besoin de rester au labo très longtemps et finalement, les femmes l'acceptent plus facilement. Et les messieurs aussi d'ailleurs, parce qu'ils sont aussi Mais la glycémie à jeun, c'est très vite, elle va très vite. Oui. Et l'hémoglobine glyquée, il ne faut pas être à jeun non plus. Donc en tout cas, voilà, je vous remercie tous, professeur Vanberg de Lille, docteur Abivin des Yvelines, docteur Drissen de Paris
et Docteur Petit de la Creuse. Donc merci à vous tous qui avez participé. Je remercie aussi le soutien des laboratoires Lilly. Je remercie l'équipe de Vivactis pour nous avoir accompagnés sur la logistique. Et bien sûr à vous. N'hésitez pas encore à communiquer avec nous. Vous pourrez retrouver prochainement 2 fiches qu'on vous a préparées sur la mise en place d'une plateforme, d'un dispositif médical numérique, et une autre sur comment suivre en postpartum le diabète gestationnel à destination de l'ensemble des professionnels de santé sur notre site fenarediam.fr. Et donc merci et bonne soirée à tous.